ce recasage qui fait polémique en pleine crise sanitaire, celui d'une ancienne ministre de la Santé et ex-candidate à la mairie de Paris, qui va quitter la capitale. C'est Agnès Buzyn qui a annoncé hier sa nomination à l'OMS à Genève, où elle sera en charge du suivi des questions multilatérales. Sa mission consistera à mobiliser les dirigeants politiques au plus haut niveau. Que vous inspire cette nomination ? Déjà, le conseil du 17e arrondissement de Paris doit être désolé, parce qu'elle avait été élue. Bon, c'est vraiment dommage. Enfin, je ne comprends pas. On aspire à des... Oui, alors peut-être que conseiller municipal dans le 17e, c'est peut-être effectivement moins intéressant que de faire des Paris-Genève une fois par semaine et puis voilà, rencontrer les grands de ce monde. C'est vrai qu'Agnès Buzyn a été une grande ministre de la Santé et qu'elle est récompensée à la hauteur de sa mission. Je crains que... alors, ça fait très ancien monde, le recasage des copains. Donc effectivement, je crains que l'image qui soit donnée ici n'est que très classique. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'être ministre et que vous n'avez pas terminé véritablement avec les honneurs non plus, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une ministre qui a laissé un souvenir impérissable, ni d'ailleurs dans son ministère, ni dans sa façon de quitter le ministère, sans parler de son échec cuisant à Paris. Et bien dans ces cas-là, que va penser l'opinion française, qui a déjà une certaine défiance vis-à-vis non pas de la politique, mais qui a une certaine défiance vis-à-vis de la façon dont les politiques se comportent. Voilà, ils se comportent comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont aller pantoufler à droite à gauche. Et puis, grâce à cette belle carte de visite, elle espère peut-être revenir en politique, parce qu'apparemment, c'est son ambition. Elle a dit que la politique, elle y avait goûté, que ça lui plaisait beaucoup. Donc, eh bien, nous allons bientôt revoir Madame Agnès Buzyn. Peut-être que même elle va aspirer à être présidente de la République à ce rythme-là, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il part dans des grandes institutions internationales, qui d'ailleurs, soit dit en passant, l'OMS a servi à quelque chose pendant cette crise du Covid, à pas grand-chose. Donc, je pense que Mme Buzyn est à sa place, effectivement. Est-ce que ça vous choque, Non. Jean-Luc ? Moi, ça ne me choque pas. Agnès Buzyn, il y a un moment, c'est un grand médecin. Il y a personne a mis en cause dans sa carrière professionnelle, et tous les gens qu'on interroge dans son... Mais est-ce qu'elle a fait ses preuves en tant que ministre ? Qui connaissent quelque chose, fait que c'est un grand médecin. Après, ça a été un ministre dont on n'aura pas un souvenir impérissable, et ça a été une très mauvaise candidate à la mairie de Paris. Une fois qu'on a fait ce décor-là, est-ce qu'à l'OMS, on a besoin d'avoir un très bon candidat à la mairie de Paris ? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un formidable ministre de la Santé pour faire ce qu'elle va faire ? Pas forcément. Est-ce qu'on a en revanche besoin d'avoir un médecin compétent ? Sans doute. Oui, donc, non mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais cette femme a des, de mon point de vue, a des qualités. C'est pas parce qu'elle a vécu une période qui a été une période très difficile et négative qu'il faut la jeter à la poubelle. Elle peut, je pense, être utile. Je vois rien de choquant à ce qu'elle ait un poste de responsabilité mais il y avait peut-être à l'OMS. D'autres médecins tout aussi compétents pour le poste, mais qui n'avaient peut-être pas le réseau de Mme Buzyn pour y accéder. Oui, voilà. Mais enfin, de la même façon qu'il y a plein de gens plus compétents que nous et qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas de réseau. Et c'est bien dommage. Barbara, faut pas être démagogique à ce point-là. Elle était ministre, elle a été nommée ministre, comme Jean-Luc le rappelait, c'est une médecin, elle connaît, elle va pas du tout pantoufler, comme tu dis, de manière ironique ou moqueuse et tout. Il y a des missions à l'OMS n'a pas fonctionné peut-être parfaitement, ça peut s'améliorer, et Agnès Buzyn est parfaite dans ce fonctionnement-là, par rapport à la France, par rapport à une nomination. Elle n'a pas été nommée par hasard. Par hasard, non. Du tout pas. Elle n'a pas été nommée par hasard comme ministre. L'histoire a fait qu'il y a eu cette confusion au moment de la mairie de Paris, de la candidature, mais ça ne va pas invalider ce qu'elle était. Et moi, excuse-moi, mais sur Contamine les joies, les premières mesures qu'elle a prises, le sentiment qu'elle avait qu'il se passait quelque chose et qu'elle faisait face à un mensonge d'État d'ampleur en Chine, je trouve qu'elle a essayé, alors que tout le monde voulait se rassurer, tout le monde croyait que ça allait passer comme ça. Buzyn est à sa place. C'est elle qui nous a dit le virus à 0,05% de chance d'arriver en France. Elle s'est fait avoir par les Chinois, c'est pas la seule. Bon. Elle va être bien lotie à l'OMS, vu que l'OMS est déjà sous la coupe des Chinois. Eh ben justement, essayons de la mettre en place. Attention, je vais faire une déclaration pour ne pas choquer les robots et leurs algorithmes. Alors, je voulais dire que j'étais content et que j'adressais toutes mes félicitations
aujourd'hui à Agnès Buzyn, cette chère Agnès Buzyn, fais attention, comme ça je suis sûr que je me fais pas gauler, qui quand même se retrouve propulsée à l'Organisation mondiale de la santé, financée par Bill Gates. Donc elle va aller en Suisse et elle va échapper donc aux attaques judiciaires qui allaient contre elle. Elle va bénéficier en fait de l'immunité, c'est-à-dire et de tout ce qu'elle a fait pendant qu'elle était ministre de la Santé avec son bonhomme de mari qui travaillait pour des laboratoires, évidemment, qui n'avaient aucun intérêt à ce que l'hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult fonctionne, bien sûr. Donc, ils ont tout fait pour le détruire. C'est elle, le 15 ou le 16 janvier dernier, qui avait mis l'hydroxychloroquine au rang des médicaments vénéneux au tableau C à la pharmacie. Donc, tu vois, il n'y avait pas pire punition. Il est vrai, et ça je la comprends, que l'hydroxychloroquine a juste été testée depuis 70 ans par 2 milliards de personnes. Donc c'est vrai que c'était quand même dangereux de pas mettre ce médicament au rang des médicaments vénéneux, tu vois. Non, qu'elle nous a tellement fait rire que moi je dis coup de chapeau, un beau coup de chapeau à Agnès Buzyn. Voilà, elle va se retrouver suisse, c'est formidable et totalement impunie. Alors, deuxième raison de se réjouir aujourd'hui, c'est le cas de Karine Lacombe. Karine Lacombe est élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Et moi, je dis bravo. Karine Lacombe, de la même manière, était en flagrant délit de conflit d'intérêts, puisque elle travaillait avec des labos qui l'ont rémunérée. D'ailleurs, on a des chiffres. Elle a touché de Gilead et de AbbVie. Tu vois, un coup 8 000, des trucs de convention, un coup 17 000, un coup 26 000 et tout. Je vous fais pas tous les comptes. Globalement, on peut dire à peu près 60 000 balles depuis 2012. Donc, il est clair qu'elle a couru sur tous les plateaux télé pour essayer de détruire le professeur Didier Raoult et son remède qui, ne coûte rien et qui, soignait les gens. Donc, ça n'a aucun intérêt pour les laboratoires, comme je vous l'ai déjà dit, puisqu'eux, ils ne veulent que gagner du pognon. Donc, la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur. Je dis bravo, bravo Karine, c'est vraiment formidable, je suis fier de toi. Je pense que toi aussi, tu dois être fier. Félicitations aux deux, Agnès Buzyn, magnifique, immunité. Elle devient citoyenne suisse, magnifique, formidable. Puis Karine Lacombe, là, franchement, bravo, bravo Karine, pour tout ce que tu as fait et pour tes conflits d'intérêts. Là, ils vont commencer à formuler à compter du 16 janvier des observations et des recommandations sur la politique vaccinale. Ce comité est placé sous l'égide du CESE. Il se veut un mélange de différents critères d'âge, de genre, de région de résidence, de diplôme et de CSP. Vous en tirez quelle conclusion, Christian Saint-Etienne? À quoi sert-il? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce encore une petite manœuvre politique? Alors, c'est pas une petite manœuvre, c'est une monstruosité. Ah. Pourquoi c'est une monstruosité? L'histoire de l'homme a 3 millions d'années. Je vais pas raconter cette histoire. On aura un peu de temps, ça nous prendrait un peu de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Elle a été essentiellement une histoire chamanique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient censés être en relation avec les esprits et qui nous disaient ce qu'on devait faire. D'accord. Il y a 25 siècles, on a inventé la raison chez les Grecs. C'est la révolution de la raison dans le monde grec. Et progressivement, on a construit, par un travail philosophique colossal qui est arrivé à maturité avec les Lumières au XVIIe, XVIIIe, la démocratie libérale représentative fondée sur la raison. Les comités dont vous parlez, c'est le retour au monde chamanique. Comme on ne sait plus faire fonctionner la démocratie libérale représentative, comme le gouvernement est impuissant, parce que comme le président de la République ne sait pas où il va,
ils se retournent vers des chamans tirés au sort qui vont nous donner des indications sur ce qu'il faut faire. Ouais, donc c'est la négation absolue de la sortie du monde chamanique que l'humanité avait mise en œuvre depuis 3000 ans. On a vu le résultat avec les chamans du comité sur le climat. Le président de la République lui-même a dit il n'y a que 2 mesures que je ne mettrai pas en œuvre, on doit être à 40. Ça sera le même échec sur cette question des vaccins. Enfin, les questions de vaccins, c'est les médecins qui doivent décider ça, c'est les biologistes qui doivent nous enseigner comment le fait de tirer des gens au sort dans la rue va nous informer. Donc c'est le retour au monde chamanique. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Notre système de santé est prêt. Nous avons et nous garderons un temps d'avance. Je peux vous le dire, nous avons notre dispositif qui est prêt, je l'ai testé moi-même. Nous sommes prêts. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous sommes prêts, bien sûr, oui, nous sommes prêts. Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Je veux que vous sachiez, le pays tout entier sache que nous préparons toutes les hypothèses. Je le dis ici calmement, mais fermement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nos hôpitaux sont préparés à cela, nous avons les capacités de test, nous avons les matériaux de protection. Nous serons prêts fin décembre, début janvier, parce que ce que nous attendons, ce sont les doses vaccinales. Nous serons prêts pour les premières vaccinations. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment, en 2021, quoi qu'il arrive. Nous saurons donc faire face aux crises en 2021, quoi qu'il arrive. Parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. Une petite soirée, ça ne veut pas dire que la soirée n'était pas sympathique. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Réveillon, mais à 3 personnes. Ah, vous étiez vous dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée. En boucle. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Bon, en tout cas, vous avez passé une bonne soirée et vous avez respecté les règles du gouvernement. Ça c'est très sympa. On a entendu l'incompréhension des habitants, on voit la colère aussi des commerçants. Est-ce que c'est une mesure qui peut être efficace selon vous? Elle a été justifiée par le porte-parole du gouvernement hier. Alors, deux choses. D'abord, ce que je trouve qui me fait le plus réfléchir, c'est la dame qui dit 20h c'était bien, 18h c'est peu tôt. On a l'impression quand même qu'une partie des Français s'habitue à des mesures aussi extraordinaires, enfin autant de l'ordinaire, qui sont aussi contraignantes que le couvre-feu à 20h, maintenant à 18h. Voilà, si j'avais un autre vœu à former pour l'an prochain, c'est que nous ne sortions pas de cette crise en ayant perdu l'habitude de la liberté, l'habitude de vivre. « 76% des soignants qui travaillent dans les EHPAD, qui sont donc au contact de personnes âgées, ne souhaitent pas se faire vacciner. Votre réaction de professionnel de santé? Non, mais je pense que c'est lié à la défiance globale de la population française contre le vaccin, et je pense que c'est lié aussi... Là, elle est même supérieure. Mais ça reflète aussi une catégorie socio-professionnelle qui fait que ça représente des gens aussi qui sont très à l'écoute des réseaux sociaux, sont très susceptibles aux théories complotistes, et donc du coup, vous avez une sous-partie de la population qui est surreprésentée dans les défiants
au vaccin. Le personnel médical est très demandeur de vacciner et d'accélérer. Pas tous, on l'a vu. Le personnel médical. Ouais. Médical. En revanche, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps pendant mes gardes à discuter avec les soignants. C'est pas nouveau cette réticence sur les vaccins, puisque c'est également le cas sur la grippe, et on a plus de mal à convaincre le personnel soignant de se faire vacciner. Et effectivement, ils sont très à l'écoute de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et des théories complotistes et tout ce qui est fake news. On parle plus des effets secondaires que de cette fameuse balance avantage-inconvénient. Et là, la balance avantage-inconvénient, elle est clairement en faveur du bénéfice. On vous retrouve, Thierry Amouroux. Merci infiniment d'être en direct avec nous. Vous êtes porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmières. C'est pas au titre du syndicaliste que vous êtes que l'on s'adresse à vous, mais vous-même, vous dites que vous avez des réticences à vous faire vacciner. Vous comprenez que dans notre position, qui ne sommes pas des soignants, on se dise, mais s'ils ne montrent pas l'exemple après pratiquement un an de pandémie, c'est vraiment qu'il y a un problème. Alors, il y a différentes choses. Le bénéfice-risque pour les personnes âgées est très important. Il faut que les personnes âgées se vaccinent parce que leur risque d'être atteint des effets graves du Covid et d'en mourir est très important pour eux. Mais pourquoi pas vous, après, dans ce cas vous pouvez contaminer une personne âgée, pour le coup. Pardon ? Je dis, pourquoi pas vous, dans ce cas ? Pourquoi ne pas vous faire vacciner ? Vous pouvez être contaminant. Oui, moi c'est très simple. J'ai eu le Covid en avril. Et le 18 décembre, la haute autorité a communiqué pour dire qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de vacciner les personnes ayant déjà développé une forme symptomatique du Covid-19. Voilà, donc, et beaucoup de soignants ont été contaminés par le Covid, soit lors de la première vague, soit lors de la seconde. Donc, c'est pas parce que, comme disent vos invités, on est des abrutis qui passons notre temps sur les réseaux sociaux, qui sommes pas très intelligents, etc. C'est pas ce qui a été dit. L'infirmière a une licence, elle est bac+3, donc on n'est pas des gueux. Je trouve ça un peu méprisant, ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport aux soignants qui, s'ils ont des réticences, c'est parce qu'ils sont complotistes et abrutis. Non. Donc, voilà, c'est un résumé un petit peu lapidaire de ce qui a été dit. En tout cas... Oui, mais c'est comme ça qu'on le ressent. D'accord. Alors, dans ce cas, pardonnez les propos qui ont été tenus. Malgré tout, ce complotisme, en tout cas cette défiance, on sait qu'elle est de plus en plus présente, qu'elle est notamment très très présente dans notre pays. Pourquoi, selon vous ? Certainement parce qu'il y a eu l'antécédent de H1N1, qu'il y a eu un certain nombre de scandales sanitaires en France sur les médicaments, comme le Mediator, sur le sang contaminé, etc., que notre gouvernement a accumulé les bêtises sur les masques, sur les tests, etc., J'ai pas de famille, moi, ici. Moi, ma famille, elle est dans le Nord. Toute ma famille est dans le Nord. Je sais que dans le Nord, c'est compliqué, peut-être. Ouais. Effectivement. Là, j'ai mon frère. Il est à l'hôpital en ce moment, sur Paris. Il est parti à l'hôpital. Ma mère, elle peut même pas aller le voir. Vous croyez que c'est normal, ça ? Non. Non, c'est pas normal. Non, mais Hichem, sa fille, elle peut pas aller le voir. Moi, j'en ai marre. Franchement, ce pays, j'en ai marre. Donc là, moi, 25 ans, avec ma femme, on va partir de ce pays. On en a marre. Alors le problème, c'est qu'Hichem, les règles sont un peu partout pareilles. Et pire parfois. Hichem, vous savez, vous savez, puisque vous m'interpelliez, moi, c'est très émouvant. C'est très émouvant ce que vous dites. On voit que vous parlez avec le cœur, ça me touche. Et je comprends que vous touchez. J'ai un fils de 18 ans. J'ai un fils de 18 ans qui n'en peut plus non plus. Et il se trouve qu'il y a deux choses. Il y a que, franchement, et honnêtement, je vous le dis sincèrement du fond du cœur, en France, on est loin d'être les moins bien lotis. Franchement, on est vraiment privilégiés par rapport à d'autres pays. Vous dites que vous avez envie de quitter la
la France, je suis pas sûr que vous soyez mieux ailleurs. Et ensuite, je pense véritablement qu'on est à la fin de cette problématique-là, qu'on a un vaccin qui va nous permettre de revivre normalement, et j'espère qu'on y parviendra. Moi, je pense que qu'on peut pas faire des réponses à des jeunes en leur disant ailleurs c'est pire et estimez-vous heureux, c'est moins. Il faut entendre la souffrance de ces jeunes. Aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme qui est mise. On est en alerte par rapport à la santé mentale d'énormément de jeunes. On peut pas leur dire décemment faire comme les enfants quand ils étaient petits, mange ta soupe parce qu'en Afrique ça crève de faim. Non, je pense qu'il faut les écouter, les entendre. Il faut absolument les rassurer. Il faut être proche d'eux. Non, il faut être proche d'eux. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Réponds-lui. Tu dis il faut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce que tu réponds à Hicham qui te dit il veut quitter la France et qui est bouleversé, il est en train de pleurer? Il faut que l'État français entende ces jeunes, mette des cellules psychologiques en place pour ces jeunes. Il y a un taux de suicide. Donne un peu plus de liberté. Voilà. Alors moi, je vais vous dire la vérité, je suis très en colère contre les économistes qui parlent de l'annulation de la dette. Parce qu'ils sont complètement irresponsables. Mais regarde pas, Gilles, parce que je n'en parle pas. Je sais bien, parce que vous êtes un économiste sérieux. D'ailleurs, je dois dire que c'est un moment assez croustillant pour moi d'entendre le professeur de Boissieu comme une sommité dans la profession. J'ai lu les livres. Merci. Merci. L'entendre. Mon cadeau de Noël. Non, mais l'entendre utiliser l'expression open bar, si vous voulez, je me revois dans la bibliothèque. Bon, c'est assez croustillant, mais ça, c'est un truc perso. Non, mais c'est irresponsable. Pourquoi? Si on fait le bilan macroéconomique, et effectivement, vous l'avez très bien commencé à le faire, actuel, qu'est-ce qu'il est? Où est la demande? Faut arrêter avec ces histoires de projection de 3%, 5%. Où est la demande? Vous avez des plans sociaux. Vous avez tout ce que vous expliquez, chômage partiel, vrai chômage. Une augmentation sans précédent de la pauvreté. Énorme problème. Où est la demande? Que font les gens comme vous, comme nous, qui ont un bon revenu? Ils épargnent. Où est la demande? Où est la demande? Les secteurs moteurs de l'économie française, le tourisme. Le tourisme ne va pas retrouver l'année dernière son niveau habituel. Évident. L'aéronautique, évident. Où est la demande pour l'économie française? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et évidemment que l'année prochaine, il y aura un petit redémarrage, mais qui va être ridicule. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de parler de croissance. On a une économie, je suis désolé de le dire, qui est en train de s'effondrer dans certains secteurs, dans certaines régions et dans des pans entiers de la population. Je suis désolé de casser l'ambiance, on est le 24 décembre, il y a des millions de familles aujourd'hui qui ont froid, qui ont faim. Je rappelle que le préfet de Seine-Saint-Denis, au premier confinement, a parlé de sa crainte d'émeute de la faim. D'émeute de la faim. Un préfet qui dit ça dans la presse. On a aujourd'hui des dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants qui ont arrêté définitivement leurs études, qui vont passer toute leur vie active sans être diplômés. Regardez les jeunes qui ont pris le premier confinement dans la tronche quand ils étaient en terminale, qui ont des problèmes psychologiques, sociaux, tout ce que vous voulez. Ils sont pas responsables. On vit pas tous dans la même famille. Ils ont galéré pour avoir le bac. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? On les a laissés crever. On les a laissés crever, ces étudiants, alors qu'il y avait des solutions évidentes. Alors que ce qui est hallucinant, c'est qu'au mois de mai, et ça me concerne directement, c'est mes étudiants, puisque je suis en master. En mois de mai, on a eu des dizaines de milliers de diplômés. Aucun n'a trouvé de stage, aucun n'a trouvé de boulot, ils étaient sur le carreau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui était évident et qui n'a même pas été discuté? Qu'aucun parti n'a... C'est une honte absolue pour notre classe politique. Il fallait embaucher ces jeunes diplômés Bac plus 4, Bac plus 5, les former pendant l'été. Moi, on était plein de profs, moi je le faisais, bénévolement, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Et qu'ils auraient été les tuteurs des nouveaux étudiants qui sont arrivés là en septembre. Personne l'a fait, on n'en a même pas parlé. Les nouveaux étudiants... ils sont bousillés pour l'ensemble de leur vie active. Et dans quelques années, on va venir pleurer sur l'augmentation de la délinquance, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont devenir, tous ces jeunes? Il n'y a aucune perspective pour eux, c'est fini, c'est fini. Et là, ma fac ne va pas réouvrir, on va continuer au second semestre, on ne fait toujours rien. C'est monstrueux ce qui se passe. C'est absolument sans précédent. Et on va venir pleurer derrière, alors qu'en même temps, la recherche économique et sociologique a beaucoup avancé ces dernières années et on sait par exemple qu'une personne au chômage coûte plus cher à la société que si elle était embauchée. Il y a des associations qui bossent à Marseille, qui logent,
qui soignent gratuitement des personnes à la rue. Elles ont fait leur compte, ces associations. À la fin de l'année, la personne logée gratuitement, elle coûte moins cher à la société que quand elle est dehors, parce que quand elle est dehors, elle peut pas suivre ses traitements médicaux. Elle a des problèmes avec la justice. C'est monstrueux ce qui se passe. Moi, comme tout un tas de profs, comme tout un tas de... J'en dors pas la nuit, quoi. Faut qu'on arrête de parler de croissance l'année prochaine. La pauvreté s'étend de façon colossale dans le pays. Juste quelques commentaires. Un point que Catherine a soulevé qui me paraît très important, sur lequel je pense qu'il faut un peu insister, c'est que bien entendu, on a un vrai problème de relations sciences et société qui influe très très profondément notre manière de travailler. Par exemple, il est vrai que la presse est plus sensible aux émotions et que donc un certain nombre de catastrophes et de fausses terreurs qui se sont succédées année après année répondent aux besoins de la société et des médias de se faire peur pour une raison ou pour une autre. Je voudrais prendre que H5N1, je m'excuse, mais H5N1, c'est une zoonose qui tue les animaux. La vraie catastrophe, pour moi, c'est on est en train, et pendant 4 ans, et surtout la dernière année, les 10 derniers mois, pendant des mois, ils ont détricoté 47 ans d'efforts pour essayer de vivre ensemble, d'harmoniser les lois communes, d'avancer vers... Tu considères ça c'est un idéal. Moi, je considère que ça n'est pas un idéal. Oui, je sais très bien que ceux qui ont mené campagne avec des mensonges, des absurdités, les petits Trump, les petits Boris Johnson, Cummings, tous ceux, Farage, l'extrême droite, tous ceux, la mort de Joe Cox, c'était nous traiter de collabos, de se vanter d'absurdité, comme quoi on allait mettre, c'était Bruxelles, c'était le Troisième Reich et Hollande était un capot. Enfin, tout ça est absurde, une imbécilité qui fait que, heureusement, les 27 sont restés unis grâce aux efforts de la Commission européenne, de M. Barnier. On dit, on reste calme, keep calm. Et on avance pour essayer de ne pas aller à la catastrophe comme nous a entraîné ou comme veut nous entraîner tous ces populistes et tous ces démagogues. Populiste, ça veut dire démagogue nationaliste. Et là, c'est un double. Ils sont adressés à deux nationalistes. Tous ceux qui disent, la bourgeoisie, l'aristocratie anglaise qui disent « on regrette le beau temps de l'Empire » et tous les gens comme les pêcheurs qui, à 92% ont voté pour le Brexit, disent « c'était mieux avant ». Avant, oui d'accord, mais take back control. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, c'est une démonstration avec le point d'orgue. C'est Erasmus. C'est-à-dire que la grande victoire de M. Johnson qui est venu parader à la télévision en disant on a gagné sur tout, on a gagné sur quoi? Il n'y a plus Erasmus. Mais c'est absurde par rapport aux jeunes générations, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à l'idéal européen, qui n'est pas le même que Henri. C'est monstrueux pour moi. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre du temps à cause d'un espèce de menteur qui avait prévu 2 discours au moment du Brexit. La presse anglaise le raconte maintenant. Il avait un discours au cas où c'était voté pour, un discours au cas où c'était... C'est un opportuniste, un démagogue, un menteur. Et il n'a pas arrêté et il continue. Parce qu'il est tout content maintenant. Tout content quoi? D'avoir tout bousillé? Enfin, c'est absurde. Pour moi, c'est absurde. Bon, mais il n'est pas anglais, le problème est là. Le problème, c'est que Romain Goupil n'est pas anglais. Bon, il n'a pas pu faire campagne en Angleterre, il n'a pas pu voter pour le référendum. Il se trouve que les Britanniques ont voté. Voilà, ils ont voté. Les peuples n'ont pas toujours raison, ils ont toujours le dernier mot. Et qu'un peuple veuille reprendre en main son destin n'a rien de scandaleux en soi. Après, les campagnes des deux côtés, elles ont provoqué des mensonges, des exagérations, des caricatures. Voilà, je trouve que il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Hein. C'est pas le... bon, mais c'est comme ça, parce que
dans ce genre de moment, les passions populaires, elles s'expriment, elles s'exacerbent. Mais je pense qu'on ne peut pas parler du peuple anglais de cette façon, c'est-à-dire en disant vraiment c'est populiste, c'est salopard, c'est machin. Enfin, on peut pas. On peut pas. De démagogie. On peut pas. Ils ont pris une décision. Ce dont moi je me réjouis, c'est que au sein des 27. Au sein de l'Union européenne et de la Commission européenne, ceux qui au départ voulaient punir les Anglais d'avoir pris cette décision ont perdu. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fini par passer à autre chose, par se dire cette décision, elle a été prise. Maintenant, essayons de nous accorder sur la meilleure façon de vivre ensemble. C'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est pas parfait, mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Voilà, alors c'est pas, moi je milite pas pour le Frexit, mais ne serait-ce que parce que nous sommes dans l'euro et que c'est autrement plus compliqué, mais on sait aussi que si on en est arrivé au Brexit, c'est parce que l'Europe a pris une mauvaise pente qui consiste à vouloir faire l'Union européenne contre les États et contre les nations, et que ça, c'est pas une bonne idée. Mais au lieu ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas cherché non plus à en tirer les leçons pour réformer l'Europe et pour la mettre sur une autre voie. Bon, mais au moins, ceux qui voulaient punir les Anglais, qui étaient parfaitement déraisonnables, ont perdu, et je m'en réjouis. Pour une retraitée de la politique, vous êtes quand même assez à l'affût de tout ce que fait le gouvernement. Marion Maréchal, bonsoir. Donc vous pensez qu'on est face à un gouvernement qui veut restreindre la liberté en créant une espèce de passe vaccin ? En l'occurrence, c'est vrai que le centre d'analyse et de prospective avec lequel je travaille à l'ICEP fait une veille législative. Donc on a relevé ce texte en effet hier soir. On a été surpris d'ailleurs qu'il soit passé à ce point inaperçu. Sûrement était-ce l'option du gouvernement, déposer ça en catimini à 21 décembre en espérant casser la polémique à l'occasion des vacances de Noël. Moi, je vous avoue que je me suis toujours pas remise en fait de cette découverte, parce que déjà la méthode, je la trouve insupportable pour un texte d'une telle importance. Je vous ferai remarquer aussi d'ailleurs que ce texte passera en procédure accélérée, c'est-à-dire que il n'y aura qu'une seule navette entre les deux assemblées, et l'Assemblée et le Sénat, pardon, et surtout il y aura un débat limité et contraint par un délai tenu par le gouvernement. On y découvre à cette occasion que le gouvernement se donne les moyens de créer des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, pourraient se voir limités dans leurs déplacements, ne pas avoir accès à certains lieux, à certains transports, à certaines activités. Donc on est là face à une forme de nouveau mensonge du gouvernement, puisque Emmanuel Macron s'était personnellement engagé à ce que le vaccin ne soit pas obligatoire, et on voit bien que c'est une manière très très hypocrite et très vicieuse, j'ai envie de dire, de rendre évidemment ce vaccin obligatoire. Et je terminerai simplement. Oui. Parce que oui, je terminerai simplement. Attendez, parce que vous avez lâché deux adjectifs qui ne sont pas anodins quand même. Vous dites que c'est une manière hypocrite et vicieuse du gouvernement d'essayer de nous faire passer une espèce d'obligation de créer des citoyens de seconde zone. Nous sommes avec la porte-parole de La République En Marche, Maude Bréjean. Je vous laisse répondre. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous agissez avec vice et avec hypocrisie ? Marion Maréchal Le Pen fait de la politique. Marion Maréchal, pardon, fait de la politique politicienne et continue à agiter les peurs, comme le fait le Rassemblement national depuis des mois maintenant sur cette crise sanitaire. Aujourd'hui, quel est le contexte ? Le texte, il existe quand même. Excusez-moi, on a un état d'urgence sanitaire qui prend fin début avril. Or, tout le monde comprend que le virus ne prendra pas fin début avril. Et donc, il faut trouver des dispositifs qui vont être mis en place dans le Code de santé publique pour pouvoir continuer à protéger les Français. On n'est qu'au début du travail parlementaire. Et Christophe Castaner s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet aujourd'hui. Je crois que vous avez montré son tweet sur vos antennes un peu plus tôt pour dire que les parlementaires feront un travail et lèveront toute ambiguïté. Il n'est absolument pas question... Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une ambiguïté et que c'était quand même écrit noir sur blanc
Peut-être pour pouvoir circuler, il faudrait être vacciné alors. On est sur un début de processus législatif. Aujourd'hui, il y a déjà par exemple des contraintes qui existent. Typiquement, quand vous prenez l'avion, pour aller en tout cas dans certaines destinations, vous devez montrer que vous avez passé un test et que ce test est négatif. Ça peut être par exemple des dispositions qui pourraient être mises en place dans une nouvelle crise sanitaire. On espère qu'il n'y en aura pas eu d'autres. Ou si la crise du Covid perdure encore quelques mois, ce qui n'est pas impossible. Alors, ambiguïté levée, Marion Maréchal? C'est extraordinaire. Alors j'en ai entendu des démonstrations de noyage de poissons et de langue de bois, mais celle-ci, elle est quand même absolument magnifique, puisque madame vient de parler pendant 3 minutes pour ne pas répondre à la question, et donc ne pas confirmer le fait qu'en effet, demain, des personnes qui ne sont pas vaccinées, grâce à cette loi, pourront se voir interdire d'aller au restaurant, de prendre certains transports, d'être interdit de certains lieux. Dites-le clairement aux Français, voilà, c'est tout, assumez-le, il n'y a pas de problème, mais qu'au moins allez au bout de votre logique et soyez sincères. Moi, je veux dire, je suis quand même gênée, au-delà même d'ailleurs de cette disposition, parce qu'on voit bien qu'on avait une loi aujourd'hui qui était une loi d'exception pour un cas exceptionnel, qui aujourd'hui est un système qui va passer dans le droit commun et qui permettra demain au gouvernement, au-delà de la crise du Covid-19, de pouvoir mettre en place l'état de crise sanitaire ou l'état d'urgence sanitaire sans avoir à passer une loi votée par le Parlement. Donc on voit bien une nouvelle fois cette espèce d'hubris de l'exécutif de vouloir passer outre la concertation démocratique qui devrait être pourtant l'exercice normal dans le cadre d'un système où on touche à des libertés fondamentales. Mais ça ne me surprend pas, si vous voulez, quand je vois la facilité avec laquelle ce gouvernement restreint les libertés, comme il l'a fait avec la liberté d'expression et la loi Avia, et quand il a tenté de le faire en tout cas, comme il le fait avec la liberté d'enseignement dans la loi sur le séparatisme. On voit bien qu'ils sont manifestement dans une démarche et ils ne font aucun cas de l'équilibre pourtant attendu entre d'un côté l'ordre public, la santé publique et les libertés fondamentales. Alors, voilà. Marion Maréchal, restez avec nous, Maud Brejon aussi. Un état des lieux simplement sur cet affolement d'un coup et cette polémique qui est née, Benjamin Duhamel. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il y a donc ce texte qui a été présenté hier en Conseil des ministres qui a pour objectif d'inscrire dans le droit commun un certain nombre de mesures d'état d'urgence sanitaire. Simplement, on l'a vu, la formulation était pour le moins maladroite, parce que on voit bien qu'elle peut laisser à penser qu'il y aurait des restrictions de liberté pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Ce que je peux vous dire, c'est, pour donner un petit peu la parole à la défense, c'est que notamment une des réponses qui est apportée par le gouvernement quand on l'interroge, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, mais notamment de protéger les frontières. Et ils prennent par exemple cet exemple en disant aujourd'hui, quand il faut aller en Guyane, il faut être vacciné contre la fièvre jaune. Et ça, moi, c'est une question, si je peux me permettre de poser la question à Marion Maréchal. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, en réalité, c'est davantage quelque chose pour protéger à terme les frontières et dire que voilà, c'est quelque chose qui pourrait par ailleurs éventuellement se substituer à un test PCR négatif. Est-ce que ça, ce serait si liberticide que vous le dites? Alors, si je puis me permettre, juste pour aller dans bon nombre de pays, déjà, il faut des vaccins, car une vaccination. Et par exemple, pour aller en Corse, il faut un test PCR qui soit négatif, Marion Maréchal. Non, mais alors je vous réponds très simplement. Je ne sais pas si en fait le gouvernement a lu son propre projet de loi en réalité, parce que quand vous lisez cet alinéa 6, il fait référence texto. J'invite les gens à aller voir sur le site de l'Assemblée nationale au fait que ça pourra limiter les déplacements, SIC tels quels, les lieux, certains lieux, certaines activités et les transports. Donc moi je veux bien qu'on dise pas du tout, mais vous inquiétez pas, ça concernera que les frontières. Je pense que c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. La réalité, c'est que le texte tel qu'il est écrit permet d'aller bien au-delà de ça. Et je trouve, une fois de plus, je reprends le mot, je trouve ça vicieux d'une certaine manière, puisque on avait indiqué que ce vaccin ne serait pas obligatoire. Le président de la République lui-même en a pris, s'est engagé à cela. Et on voit bien que c'est une manière détournée, en fait, de le contraindre. Donc, quand on a un état de défiance tel que celui des Français aujourd'hui à l'égard du pouvoir, quand on a de telles inquiétudes pour quasiment la moitié de la population à l'égard de ce vaccin qui a été développé dans des circonstances particulières, je crains que le gouvernement n'aille là vers une situation politiquement explosive, parce que je crains que la population n'accepte pas, une fois de plus, de se voir contrainte par la force et par la loi à adhérer à une gestion de crise qui a fait maintes fois la démonstration de son incohérence et de sa disproportion dans la réponse. Maud Brejon. Oui, alors on va redescendre un petit peu au niveau des polémiques. Je le répète, c'est le début du travail législatif. Donc si
il y a des ambiguïtés, ou en tout cas s'il y a des formulations qui posent question, c'est de toute façon le rôle du Parlement de les retravailler. On ne va pas avoir besoin demain d'un passeport vaccinal pour sortir de chez soi, c'est absolument faux. La vaccination, elle restera sur la base du volontariat, c'est un choix éthique extrêmement fort qui a été porté par le président de la République, Emmanuel Macron, depuis le début du cadre de processus vaccinal. Ensuite, de façon un peu plus générale, sur tous les propos que je viens d'entendre, là on est quand même sur un sujet qui est important, c'est comment est-ce qu'on protège la santé des Français alors qu'on est confronté à une crise sanitaire grave, tout en préservant leur liberté. Ça demande quand même de pouvoir d'avoir des propos qui soient mesurés et qui soient posés, et pas d'alimenter les peurs et d'avoir voilà, des propos qui alimentent les polémiques comme le fait Marion Maréchal Le Pen.